processus électoral en République démocratique du Congo. Oui, beaucoup de structures se montrent très réticents sur la tenue de ces élections le 20 décembre. On parle notamment de l'Église catholique qui a émis des doutes sur la fiabilité de ce processus, mais également de la tenue des résultats qui en sortiront. On parle également de l'Union européenne qui a d'ailleurs retiré ses observateurs. Aujourd'hui, on revient sur cette thématique, élection en 2023. Fiabilité, observation, logistique, le report est-il nécessaire? Nous en parlons ici sur ce plateau avec M. Aristote Ngarimé, le secrétaire national du PPRD en charge de la communication. Nous avons également M. Bruno Kaimoa qui est professeur d'université et expert en relations internationales. Nous avons M. Dieudonné Mouchagaloucha, coordonnateur des experts du panel de la société civile. Et enfin, M. Joël Cadet, journaliste politique proche de la gauche. Bienvenue, monsieur, sur ce plateau de Ça fait débat. Merci, merci madame, c'est une joie immense. Merci. Aujourd'hui, si réellement on devrait revenir sur cette question qui taraude les esprits, non seulement des politiques, de la population qui a appelé au vote ce 20 décembre, au regard de toutes ces analyses et également toutes ces sorties médiatiques des structures. Je commence par vous, M. Joël Cadet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des élections crédibles et fiables pour ce 20 décembre? Bon, de mon point de vue, je ne vois pas ce qui va empêcher à ce qu'il y ait élection crédible et fiable. Vous savez, nous avons connu une perte de temps, 2 ans durant, pendant la législature, pendant le premier bureau de Mme Mabunda. On a perdu 2 ans. Et dans moins de 24 mois, quand l'équipe de Kadima a été installée, elle a travaillé, elle a fait l'enrôlement. Nous sommes dans un pays où vous avez en face de vous des gens sceptiques. La Senko n'a jamais cru qu'il y aura élection. Et ce n'est pas à Ambongo que vous allez demander qu'il y ait élection. Parce que eux, qu'il s'agisse de l'église, bon, enfin, je ne parle pas de l'église catholique parce que tous ne sont pas... ce ne sont pas tous les membres de l'église catholique, la Senko, à l'occurrence, M. l'abbé Ambongo, M. l'abbé Cholet, le cardinal Ambongo, ils n'ont jamais cru dans ce processus, ils n'ont jamais cru en Tshisekedi, autant que le pasteur Tsenga et le pasteur Bukundo, parce qu'ils n'engagent pas toute l'église, ils sont à la tête de l'église protestante, mais ils n'ont jamais cru en cela parce qu'ils n'ont jamais porté Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez entendu dans son homélie dimanche passé, le cardinal Ambongo dit qu'il n'y aura pas élection, et même s'il y a élection, elles ne seront pas crédibles. Vous allez me rappeler quand est-ce qu'ils ont déjà cru qu'il y aura élection, quand est-ce qu'ils ont déjà accepté une seule chose. Même lorsque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descendra pour organiser ces élections, ils ne croiront pas. Mais de mon point de vue, au regard du dispositif mis en place, au regard de l'engagement, parce que hier j'ai vu encore les machines de vote arriver de la Corée, elles sont en train d'être déployées dans toutes les provinces à l'instant. Il n'y a que Kinshasa où ça ne se déploie pas parce que c'est considéré que Kinshasa est accès facile. On pourra le faire même la toute dernière semaine. C'est, de mon point de vue, je peux vous dire qu'il y aura élection. Elles seront fiables, elles seront crédibles. Mais le vrai problème, c'est lorsque le schéma mis en place par Ambongo, Cholet, Katumbi, avec en appui l'Union européenne, qui ne veut pas qu'il y ait élection parce qu'eux se préparent à une contestation. Parce que celui qui se prépare aux élections forme les témoins. Parce que ce sont les témoins qui participent. Vous avez des experts ici, ce sont les témoins qui participent dans le processus électoral. Lorsqu'il y a contestation, lorsqu'il y a, par devant les causes des tribunaux, ce sont les témoins parce qu'ils participent dans tous les processus. Le vote, le dépouillement, la compilation, ils sont là et ils vont signer les procès-verbaux. Mais si vous avez des gens qui n'ont jamais préparé, qui n'ont jamais formé les témoins, mais qui vous forment davantage les observateurs, donc c'est à eux qu'on va encore remettre les smartphones, comme ça a été fait en 2018, et nous pourrions être exposés devant un spectacle désolant et honteux, où on a vu Fayoulou monter avec des cartons de bulletins de vote, dont les photocopies qu'est-ce que je dis, les photocopies des procès-verbaux. Donc, qui n'étaient certifiés par personne, et ils ont pris ça
Kamitatou nous avait rassuré sur votre plateau ici, c'était devant mon confrère Zantoto et Patrick Nkeri, que Ncholé a dit sur votre plateau ici qu'il avait reçu les smartphones de pays arabes, de pays africains, mais Kamitatou, donc Moïse Katumbi, par la bouche de son porte-parole, avait dit c'est lui qui avait remis les smartphones. Donc vous comprenez? Donc on est en train de nous tracer un schéma vers la contestation des élections et tout est mis en marche pour que le sang coule. Aujourd'hui, professeur, oui, quand on voit par exemple l'Union européenne qui s'exprime et qui accepte de retirer ses observateurs sous prétexte qu'ils se rendent compte que les élections ne seront pas fiables, comment interpréter cela en ce net moment? Oui, madame, merci pour m'avoir associé à ce débat. Quand on parle d'élection, la chose la plus importante, c'est de voir d'abord qui sont acteurs dans le processus. Dans ce processus ici, si je dois énumérer les acteurs, nous avons la CENI comme l'institution organisatrice du processus électoral. Nous avons les partis politiques ou les politiques qui sont candidats à plusieurs niveaux. Nous avons les électeurs. Nous avons les médias, parce que les médias doivent pouvoir créer les débats, créer de l'espace pour que les candidats s'expriment, pour que la population sache le programme des uns et des autres. Et nous avons des observateurs. Selon mon point de vue, ces 5 acteurs du processus électoral, il y a 2 qui se dégagent, ça c'est mon point de vue, qui sont considérés dans le processus actuel comme les semeurs des troubles. Les groupes de politiciens, donc les gens qui sont en train de participer au processus, qui eux-mêmes, ils sont dans le processus, mais ils ne croient même pas au processus. Et il y a de l'autre côté les observateurs, tant nationaux qu'internationaux. Donc, je vais commencer d'abord par les politiciens. Je suis en train de voir l'attitude du président de la CENI. Sincèrement, quand Kadima a été désigné, je dois avouer que je n'étais pas très content. Mais avoir la façon dont il est en train de gérer la CENI, c'est un homme personnellement que je félicite. Parce que chaque jour, dans les réseaux sociaux, moi-même je suis dans plusieurs groupes, on crée des messages pour montrer à la population qu'il n'y aura pas d'élection. Kadima a dit ceci, Kadima vient d'annuler les élections, Kadima dit qu'il n'y a pas d'argent, Kadima dit qu'il n'y a pas de machine, Kadima... Et lui, heureusement, félicitations pour son équipe, il prend des dispositions pour expliquer à chaque moment aux politiciens que je suis en train de vous amener vers les élections. Je suis en train de vous amener vers les élections. Et donc, ce sont les élections où les hommes politiques eux-mêmes ne sont pas préparés. Si on regarde les choses d'en face, les politiciens ne sont pas préparés pour ces élections. Tous les politiciens, apparemment, parce que au regard de la situation actuelle, on voit que ça n'épargne ni le pouvoir actuel et moins encore l'opposition. Donc, apparemment, ne sont pas préparés. Que ce soit les gens de l'Union sacrée ou de l'opposition, ils ne sont pas préparés. Donc, ils s'attendaient à ce que on ait des conciliabules, des négociations pour qu'ils partagent le gâteau. Oui. C'est là, quelque part, qu'il faut féliciter le président de la République parce qu'il a réussi à organiser le pari et il doit tenir jusqu'au bout. Et Kadima, vous avez la grande responsabilité d'amener les Congolais le 20 décembre aux élections. Les semeurs de troubles, parce que je dis, donc ça c'est la première partie, les politiciens qui ne sont pas préparés, qui ne croient pas, ils sont aussi conscients qu'ils ne seront pas votés la majorité. Il y a un député Nemba qui était en train de dire qu'ils ne vont pas rentrer. Et donc effectivement, les électeurs sont en train de les attendre pied ferme. De l'autre côté, il y a les observateurs électoraux. Madame, quand vous organisez l'élection, c'est une réalité interne. C'est une organisation interne des pays, une organisation souveraine. C'est par bonne foi qu'on ouvre la porte aux observateurs européens de venir observer. Je dis c'est par la bonne foi. Il n'y a aucun droit national ou international qui oblige un État d'accepter les observateurs électoraux. Et donc, ces gens, quand ils viennent, dans la plupart des cas, dans le pays d'ici, ce sont des premiers semeurs de troubles, les observateurs de l'Union européenne. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Donc ce sont des gens parfois qui viennent pas pour l'intérêt des pays où ils observent les élections. Parce qu'on a déjà vu en Côte d'Ivoire, les observateurs avaient désigné Ouattara, pourtant Ouattara n'a jamais gagné les élections. C'est à eux que vous demandez très souvent de confirmer tel est élu président ou n'est pas élu président. C'est la faiblesse de nos États.
C'est la faiblesse de nos États. Donc, les observateurs, ils viennent, ils imposent leur logique. Ils doivent être... Et moi, je vais dire au gouvernement congolais, vous avez la grande responsabilité d'aider la CENI à déployer ses hommes, à déployer le matériel, à sécuriser ses hommes, à sécuriser le matériel. Si vous perdez le temps à vouloir remplir les conditions des observateurs de l'Union européenne, vous allez échouer votre mission. Notre préoccupation, nous en tant que population congolaise, ce n'est pas de vouloir sécuriser les observateurs de l'Union européenne, mais d'aider la CENI à accomplir sa mission. Et donc, ces gens, ils exigent la sécurité dans les endroits où ils étaient, ils vont être déployés, et ils vont créer des problèmes inutiles. Mais il n'y a pas que les observateurs européens, il y a l'Église catholique qui est avec nous, qui pour la plupart, si on veut tenir des bonnes élections, l'enrôlement et autres, on se fie les centres, la plupart des centres, c'est des écoles catholiques. Le déploiement, la meilleure structure déployée à travers les coins et recoins de la République démocratique du Congo, c'est bien l'Église catholique, vous devez le reconnaître. Madame, mais si aujourd'hui, cette structure qui est assez déployée dans les fins fonds de la RDC vous dit que elle doute, là vous prenez ça sur le plan politique ou vous devez tenir compte de cette structure comme tel. Il y a des moments où l'Église catholique, sur certaines réalités, a raison. Il y a des moments où l'Église catholique se comporte en semeur de trous. Seulement quand il s'agit de la politique. Dans plusieurs contextes. Parce qu'en Amérique latine, l'Église catholique est arrivée à publier les résultats et à imposer un candidat. Et donc, ce n'est pas une structure qu'il faut blaguer avec, il faut prendre au sérieux leur G&G parce qu'ils sont aussi financés par les mêmes observateurs qui sont venus de l'autre côté. Malheureusement, nous avons, ça c'est mon point de vue, une église qui encore est consciente, qui bénéficie de l'appui total qui vient de l'extérieur. Mais c'est la même église que le pouvoir actuel a utilisé avant pour contester les résultats, pour demander le départ de Joseph Kabila, par exemple. C'est ça même le problème de l'Église, parce que l'Église est en train maintenant de montrer ses propres contradictions au monde. Quand on était avec Mobutu, l'Église était en train de diaboliser Mobutu. Kabila Père est venu là, si un peu jouer le jeu avec l'Église catholique, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais aussi, c'est parce qu'il y avait un archevêque, Zabiba Mungwabi, qui lui n'était pas trop plongé dans la politique. Quand Kabila fils est venu, les contradictions que moi, par exemple, je trouvais incompréhensibles, c'est que Mosengo était le père spirituel de Maman Olive, mais au même moment, c'est lui qui contestait Kabila. Donc, il nous jouait un jeu très compliqué. Est-ce qu'il faudrait mettre de ce côté-là, on va clore avec vous pour prendre aussi d'autres intervenants. Oui. L'aspect pasteur, est-ce qu'il faudrait mélanger ça avec un point de vue politique? En tant que pasteur, n'est-il pas obligé de dire que ça ne va pas, même si c'est votre pasteur? On ne peut pas le faire, madame. Quand on est sérieux, on ne peut pas être père spirituel de la femme et puis on est en train de condamner l'homme. On est en train de se moquer contre la population. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est ça les désordres parfois et les troubles que crée l'Église catholique au sein de la société congolaise. Monsieur Mouchagaloussa, vous êtes expert. Oui, vous avez participé plusieurs fois dans ce processus en République démocratique du Congo. Et cette fiabilité dont évoque l'Église catholique, dont évoque l'Union européenne, ce ne sont que de paroles en l'air ou c'est vérifiable techniquement? C'est vérifiable techniquement et je crois que quand nous parlons de la République, nous devons... J'ai toujours été franc, concis et rationnel. Quand nous parlons de la République, nous devons éviter aussi de ne pas dire la vérité à la population et de ne pas aider ceux qui nous dirigent pour mieux faire. Évidemment, moi, comme acteur de la société civile, j'ai décidé de pouvoir aider la République, de donner des conseils si on veut m'écouter. Il est clair et il est connu de tous que l'âme des élections, c'est la confiance. La confiance, quand elle n'est plus dans les élections, quand une personne n'a plus l'âme, cette personne n'existe plus. La confiance aujourd'hui, professeur Bruno vient de le dire, même les compétiteurs et de l'Union sacrée, puisque la trilogie dont il a parlé, les compétiteurs, la centrale électorale et les électeurs, même les compétiteurs n'ont pas confiance dans les processus électoraux. Même les électeurs eux-mêmes n'ont pas confiance dans les processus électoraux. Dès que le processus électoral perd la confiance, l'âme n'est plus là et la confiance, on ne peut l'obtenir que par la transparence. La confiance repose sur quoi? Voilà, effectivement, la confiance repose sur la transparence dans les processus. Or, le processus actuel est opaque.
le processus actuel est avarié. Et je vais le démontrer sur le plan technique. Moi, je ne veux pas entrer sur le plan des considérations politiques. Il est avarié, pourquoi? Parce que, première chose, à ce jour, vous venez de le dire, le matériel, la logistique n'est pas encore déployée sur le terrain. Nous sommes à moins de 10 jours de la tenue, à moins de 20 jours, à moins de 20 jours. 20 jours de la tenue des élections. Décembre, oui. Qui peut me dire aujourd'hui, nous savons quand même que pour organiser les élections, il y a la question liée à la sensibilisation, à l'éducation civique électorale, à l'audit du fichier, à l'audit des machines. Qui peut me dire aujourd'hui devant ces plateaux qu'on a déjà audité les machines qu'on appelle les dispositifs électroniques de vote? Personne. Est-ce qu'on peut aller dans un processus où les machines, nous l'avons vu dans les processus passés, les Allemands, les Anglais sont venus, et même les Congolais, moi-même, nous avons participé à l'audit, à l'expertise de ces dispositifs électroniques de vote. Il faut saluer effectivement la CENI d'avoir apporté cet aspect juridique sur la nomenclature des machines à voter, pour lesquelles nous, personnellement, et moi, je me suis battu pour qu'elles puissent être acceptées. Mais aujourd'hui, la CENI fait la commande des machines à voter, des dispositifs électroniques qui ne sont pas connus, qui ne sont pas audités. Au moment où nous parlons, on ne connaît pas le nombre de machines à voter qu'on a commandées, ce qui est présent, ce qui n'est pas présent. La question électorale, la logistique électorale, tous les agrégats, tous les ingrédients, toute la quincaillerie n'est pas l'apanage de la CENI. C'est l'apanage des parties prenantes. Ils doivent s'approprier les processus et tous les matériels et tout ce qui se passe. La CENI n'est qu'un facilitateur. La CENI, c'est la centrale électorale qui organise. Donc, les compétiteurs et les électeurs doivent savoir les dispositifs électroniques de vote qu'on va utiliser. Ils sont configurés de cette manière. Au moment où nous parlons, il y a seulement 12 jours qu'on avait publié la liste des conseillers communaux. Or, il faut configurer les listes par circonscription électorale au prorata des scrutins combinés. Président de la République, député national, provincial et les conseils communaux, les configurer dans chaque machine par circonscription de vote. Cette opération n'a pas été faite. Elle est encore en train d'être faite. Et vous imaginez, quand vous prenez le discours de Denis Kadima, à la page 6, on a un total d'à peu près 102 000 candidats. Nous avons 26 candidats présidents de la République, 25 candidats députés nationaux, 44 députés provinciaux, 32 communaux. Ça fait 102 000 candidats qu'il faut configurer. Et on va les configurer par flash disk. Vous pensez, quand vous prenez cela, par le nombre de machines qu'il faut au niveau de 75 000 bureaux de vote prévus, fois le nombre de machines qu'il faut configurer, ça fait 100 000 machines qu'il faut configurer parce qu'il faut prévoir 30% de 75 000, vous êtes à 100 000. Vous allez les configurer dans moins d'une semaine ou comment? Il y a une chose, mes frères et sœurs. Organiser les élections, c'est une chose. Moi-même, je suis pour la régularité, comme on appelle en jargon électoral, du cycle électoral, c'est-à-dire 5 ans, on organise. Mais on ne va pas organiser les élections pour le plaisir de les organiser qui vont briser le pays. Et j'en profite, madame, comme j'ai toujours été aimé par Télé 50, pour faire une primaire à Télé 50 aujourd'hui, que personne d'autre n'a dans ce pays, parce que nous suivons de plus près. Au moment où je vous parle, il y a plus de 8 millions de voix volatiles à la CENI. 8 millions de voix d'électeurs qui sont cachés par la CENI, on ne sait pas où est-ce qu'on va les mettre. Je donne la primaire à Télé 50 et j'en profite pour faire un clin d'œil à Jean-Marie Kassamba. Je prends le discours du président de la CENI, Denis Kadima. On peut zoomer ce discours ici. Lorsqu'il était avec les candidats présidents de la République. Vous prenez à la page 4, madame. Je peux le donner à qui il veut. Le Denis Kadima lui-même parle de 43 955 181 électeurs enrôlés. Ça, c'est Denis Kadima. C'est la CENI, ce n'est pas Dieudonné Mouchagalousa, ni personne de nous. Très bien. 43 955 181 enrôlés. Vous prenez la page 6 du discours de Denis Kadima. Ses propres mots, sa propre écriture, sa propre signature, ses propres convictions, ses propres recherches. Vous allez à la page 6, il vous parle de 75 000 bureaux de vote 478 qu'on a prévus. Notez, professeur, vous êtes un homme scientifique. 75 478 bureaux de vote. Il parle, selon les normes et les standards, 680 électeurs par bureau de vote. Notez, professeur, 680 électeurs par bureau de vote. Prenez 680 électeurs, multipliés par, et c'est du français, il n'a pas dit pour certains bureaux de vote, il a dit par bureau de vote. Vous êtes scientifique. Prenez 680 électeurs, multipliés par, les téléspectateurs nous suivent, prenez 680 électeurs,
multiplié par 75 478 bureaux de vote, vous êtes autour de 51 millions 325 040 électeurs. Vous êtes autour, pas autour, chiffre exact parce que la question électorale tire la doctrine de la mathématique qui doit être exacte, chiffre à l'appui. 51 325 040 électeurs. Quand vous prenez 51 millions, moins 43 millions reconnus par Denis Kadima, vous êtes dans la différence de 8 106 000 électeurs. Vous êtes dans les 8 106 000 électeurs. Que quelqu'un vienne me contredire ici. Même pas Denis Kadima ne sera pas légitime. Ce qui prouve que le processus est avarié. On est en train de faire des choses vac-vac. On ne sait même pas parce que quand on est dans un processus qui n'est pas potable, quand on est dans des à peu près, quand on est dans des histoires où on veut souder la tête, la queue en oubliant le tronc, on tombe dans cela. Et quand vous prenez donc, d'un côté vous avez 8 106 000 électeurs volants, que la CENI pourra attribuer à qui il veut. Je souligne bien les mots, je l'assume et je l'assumerai et j'aimerais que quelqu'un vienne me contredire. Et parallèlement à ça, toutes choses restant égales à elles-mêmes, quand vous prenez le nombre de bureaux de vote, 75 478 divisé par 680 000 électeurs, en principe, on devrait avoir 10 millions. On devrait avoir 8 millions, ça c'est le nombre d'électeurs. Donc on devrait avoir 64 000 bureaux de vote. En principe, on devrait avoir 64 000 bureaux de vote au lieu de 75 000. Donc il y a une discordance à deux niveaux. Au niveau des électeurs, madame, je regarde la caméra, 8 millions de voix qui sont ailleurs. 8 millions de voix. Au niveau des bureaux de vote, il y a 10 839 bureaux de vote qui sont gardés par la CENI quelque part, qui ne seront jamais reconnus et qu'on pourra attribuer à qui on veut les voix qui viendront de ça. Avec ça, quel processus, qui peut croire en ça? Monsieur Aristote Ngarimé, vous n'êtes même pas partant, membre du PPRD, du FCC. Vous avez longtemps boycotté la question électorale, vous n'êtes pas enrôlé. Aujourd'hui, au regard de la situation, on se pose la question, pourquoi ça vous intéresse d'ailleurs? Merci madame pour cette invitation. Je me sens honoré qu'il me soit permis en passant de vous rappeler que je viens de publier un livre. Mon livre vient de paraître. Le livre des promesses de M. Félix Tshisekedi. C'est mon livre là. Plus de 250 promesses non tenues. C'est un livre qui est déjà disponible. Vous pouvez commander, vous pouvez nous appeler, vous pouvez lire. Avant de me contredire, il faut d'abord lire et me contredire à travers une publication. Parce que le livre est là. Plus de 250 promesses non tenues de M. Félix Tshisekedi. Il y a des dates, il y a des documents officiels. Je me suis référé de tout ça pour produire ce livre. Donc le livre de M. Félix Tshisekedi, le livre des promesses de M. Félix Tshisekedi est là et disponible. Merci. Deuxième élément. Madame, j'aimerais ici porter la voix de mon parti politique, la voix de ma famille politique. Le PPRD ne soutient aucun candidat président de la République. Le PPRD n'est pas derrière un candidat président de la République. Si vous rencontrez un monsieur, une dame qui soutient un candidat qui était inscrit dans ce processus, dites-vous, il n'est pas du PPRD, il n'est pas dans la philosophie politique de Joseph Kabila Kabange. Nous avions entendu par de gauche à droite, nous sommes derrière tel candidat, vous êtes en alliance avec tel candidat. Le PPRD de Joseph Kabila Kabange ne soutient aucun candidat. Celui qui le fait, il n'est pas du PPRD. Il est sous-traité, il sait pourquoi il le fait. Joseph Kabila Kabange, au mois de juin, nous étions avec lui à Kingakati, il nous a expliqué la philosophie politique de notre famille politique. Nous avons compris que ça ne nous regarde pas. Donc nous ne sommes pas derrière un candidat. Troisième élément. Madame, il faut que j'en parle parce que c'est la République. On n'organise pas les élections pour un camp politique. On n'organise pas les élections pour la famille politique du président. Les élections concernent la République. Tout citoyen, tout acteur doit jeter un regard, doit critiquer, raison pour laquelle je suis là pour en parler. Bien que nous n'avons pas pris part, bien que nous ne sommes pas enrôlés, parce qu'il y avait des préalables. Nous avions soulevé des préalables jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas encore répondu par rapport à ces préalables. Madame, il y a des considérations majeures. Maintenant, je réponds à votre question. Il y a des considérations majeures pour, en effet, parler de ces processus. Il y a d'abord une considération politique
Et il y a une considération technique, on vient d'ailleurs d'évoquer ici. Madame, ces élections, nous les qualifions comme ce sont les élections de seconde main. Ce ne sont pas des bonnes élections. Ce ne sont pas des élections qui peuvent créer l'unité nationale, nous aider à aller de l'avant. Ce ne sont pas des bonnes élections. Ce sont des élections de seconde main. En passant, j'aimerais attirer l'attention de mon co-débatteur. Le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas responsable de ce qui arrive à ce jour. Il n'a fait que donner son avis, parce que c'est un prélat, il encadre le jeune, il encadre les chrétiens, il a donné son avis. Ce n'est pas au cardinal Ambongo d'organiser les élections. Il a simplement donné son avis, mais je regrette, parce qu'on veut en effet le faire porter tout le péché de ces processus comme s'il y est pour quelque chose. Non, il a simplement donné son avis. Madame, s'agissant d'une considération politique, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avions dit en son temps, madame, on ne nous a pas compris. Nous avions dit qu'il faudrait qu'on puisse enrôler l'ensemble de nos concitoyens, même ceux qui sont à l'Est. Il fallait les enrôler. Il y a des conditions minimales pour parler de bonnes élections. C'est universellement acceptable. Nous ne sommes pas le premier pays à organiser de bonnes élections. Il y a des conditions minimales. Il y a un expert qui est là. Tout majeur a le droit d'aller voter. Il y a des majeurs dans la partie est du pays. Aujourd'hui, ils sont exclus. Pourquoi ces gens-là sont exclus? Parce que la République, le régime en place, n'a pas réussi à instaurer la sécurité pour faire enrôler les compatriotes qui sont là. Alors, ça ne passe pas. Il y a un sérieux problème. D'abord, l'enrôlement dans la partie est. Pourquoi on n'a pas enrôlé les Congolais dans la partie est de notre pays? Alors que ça fait partie des conditions minimales pour qu'on puisse parler de bonnes élections. Premier élément. Deuxième élément, madame. Il y a ce qu'on a parlé ici de la confiance entre acteurs. La confiance. Sous d'autres cieux, c'est le ministre et à l'intérieur de ses attributions qui organise les élections. Depuis Sun City, avec la Constitution actuelle, on a mis ensemble une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Il faut le minimum de confiance entre acteurs. Nous avions dit en son temps, le bureau de la CENI là, ce n'est pas un bureau consensuel. L'opposition n'avait jamais délégué ses représentants. Montrez-nous ne serait-ce qu'un PV où l'opposition a délégué ses représentants. Il n'y avait jamais eu. Il n'y a jamais eu une commission mixte à l'Assemblée nationale. Parce que quand on parle de commission mixte, il faut qu'il y ait soit 10 de l'opposition, 10 de la majorité pour traiter d'un sujet. Ça n'a jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, nous avons un bureau de la CENI non consensuel. Alors qu'ici, on a parlé de la confiance entre acteurs. Raison pour laquelle nous avons dit à son temps, nous n'allons pas venir parce qu'au départ, il y a un problème, il y a une crise de confiance. Ça, il faut d'abord profondément retenir. Et madame, sur le plan technique, c'est grave, on vient de le démontrer ici, c'est très grave. Donc, c'est chaque jour, on voit une fumée des incendies dans le bureau de la CENI. Je viens de lire un communiqué signé par Patricia Seya. Il dit qu'à Maïndombe, il y a eu incendie à Maïndombe, où il a présenté des kits électoraux brûlés et incendie ici à Maïndombe. Il n'y a pas que Maïndombe, il y a également à Bukavu, par-ci, par-là. Donc, il y a un sérieux problème en ce qui concerne l'organisation. Le kit électoral, ça pose un problème. Il nous reste que 10 jours ou 20 jours pour faire ces élections de seconde main, mais jusque-là, nous ne voyons même pas de kits électoraux, de matériel, en effet, pour que ça soit déployé dans tous les 145 territoires. Ça pose un problème. Il faut vraiment être un savant pour comprendre que le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Il faut être un extraterrestre pour réaliser que le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Si on fait les élections, ce sera des élections chaotiques parce que sur le plan de logistique, il y a un problème qui se pose. On nous a dit ici, il y a du matériel en Corée, ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y a déjà eu homologation, on ne sait pas si on a déjà ramené tous ces matériels ici en RDC. On n'a pas encore vu ça. Et on continue à faire croire aux Congolais que le 20 décembre, il y aura élection. Faut-il être un tridoc ou bidoc pour se rendre compte que le 20 décembre, il n'y aura pas élection? Si vous voulez aller dans ce contexte, vous voulez jeter le feu au pays, vous voulez détruire la République. Et je donne directement raison au cardinal Ambongo, qui a clairement dit que nous ne sommes pas d'abord s'il y aura les élections le 20, et même ici à ces élections-là, nous ne savons pas s'il y aura, et si ce sera des élections transparentes. Donc, en grosso modo, madame, pour vous dire, il y a une considération politique qu'on n'a pas réussi à vider, à créer la confiance entre acteurs, à fédérer les acteurs. Il y a aussi une considération logistique qui aujourd'hui continue à persister. Donc, à mon humble avis, madame, ces élections, au regard de tout ce que j'ai suivi de gauche à droite par les experts, je suis tenté de vous dire
que le 25, ça ne sera pas les élections. Ça sera autre chose qui s'apparente aux élections, mais en réalité, ça ne sera pas les élections. Mais, M. Joël Kadé, je reviens à vous, puisque la thématique, c'était justement, est-il nécessaire à ce jour de reporter ces élections? Si oui, quel sera l'élément nouveau qu'il faudrait pour convaincre justement les politiques qui, à ce jour, en tout cas, tous, vous êtes unanimes que, apparemment, les politiques, les acteurs eux-mêmes n'étaient pas convaincus sur la tenue de ces élections le 20, ne se sont pas préparés aujourd'hui. Ce sera pour convaincre ces politiques ou encore pour régler ce problème technique? Laissez-moi d'abord relever la mauvaise foi qu'il y a dans mes deux co-débatteurs en face. Parce que je ne comprends pas comment mon aîné, Dieudonné peut, sur base d'un discours, parce que les bureaux sont établis et il n'y a pas un nombre égal des électeurs. C'est proportionnellement. La manière dont le bureau, je me suis inscrit, le nombre des électeurs, ce n'est pas le même que lui. Mais comment est-ce qu'il peut, sur base d'une arithmétique, multiplier et accorder à la CENI 8 millions d'électeurs qui sont gardés quelque part? Ça, c'est la mauvaise foi. Ah, c'est la mauvaise foi. Parce que c'est un discours qui vous donne le nombre de bureaux et de l'autre côté, on vous donne le nombre des électeurs. Ça, c'est une mauvaise foi. Je ne peux pas commenter sur ce que mon ami Aristote a dit. Bon, je crois d'ailleurs, n'étant pas concerné par les élections, je ne vois même pas l'importance pour laquelle il aimerait qu'il y en ait ou qu'il n'en ait pas. Mais sinon, organiser les élections en République démocratique du Congo sur 2 millions 45 millions, 2 millions 300 de kilomètres carrés. 2 345. Écoutez, ce n'est pas Madagascar. Kinshasa, déjà, nous dépassons Madagascar. Ce n'est pas le Gabon. Ce n'est pas la Sierra Leone. Ce n'est pas le Libéria, madame. Donc, il faudrait comprendre que tous les aspects qu'il a relevés d'ordre technique, les rencontrer dans peu de temps où Kadima a été là, j'ai admiré. Lorsque le professeur a jeté les fleurs sur M. Kadima, que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, du reste. Donc, quand vous regardez tout ça, quand on vous dit que les gens ne se sont pas préparés aux élections, qu'il s'agisse de ceux qui sont au pouvoir, comme tous ceux qui sont aux élections, vous savez que les gens attendaient que leur plateforme donne de l'argent pour qu'ils aillent battre campagne. Mais il n'y en a pas. C'est pourquoi vous sentez même dans ceux qui viennent en train de tirer sur Tshisekedi. Vous avez entendu le candidat numéro 3 qui prépare l'insurrection avec l'Union européenne et consort, l'Église catholique et consort. Vous l'avez entendu, non, les enfants des militaires ne sont pas pris en charge. Oh non, les militaires sont négligés. Aujourd'hui, je vous informe, ce matin, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique venait d'inaugurer une école sortie de la terre. Et il y en a comme ça 1502 écoles construites, pas réhabilitées, pas reconstruites. C'est sorti de la terre. Vous pouvez aller avec votre... vous pouvez aller au camp ici de la force navale. C'est sorti de la terre. Il n'y avait pas d'école là-bas. Il a créé et ça a été. La gratuité de l'enseignement, mon ami peut... C'est une masturbation intellectuelle, je comprends, il se fait plaisir, c'est normal. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui la gratuité de l'enseignement primaire, c'est une réalité dans tous les établissements publics, sur toute l'étendue du pays. L'enfant vient avec son uniforme, avec son cartable, ses fournitures scolaires, il entre en première primaire jusqu'en 6e primaire. Il ne débourse les frais, ni du bulletin, ni de quoi que ce soit. Quand vous regardez aujourd'hui, madame, moi je vous encourage à mettre au monde. Parce que votre enfant, non seulement, il va partir, il sera accouché gratuitement, mais il va étudier l'école primaire également gratuitement. Vous avez les ponts. Le mal plutôt de Tshisekedi, je l'ai dit sur ce plateau plusieurs fois, c'est l'équipe de ses amis qu'il a amenés de l'Europe qui ne l'ont pas aidé, notamment les Ngindu et consorts. Si on avait, Jean-Marie Kassama nous a vendu dans ce pays, je l'ai dit, il était assis là où vous êtes, j'étais assis où je suis. Jean-Marie Kassama nous a vendu du vent. Jean-Marie Kassama nous a vendu les tramways. Jean-Marie Kassama nous a vendu des TGV. Jean-Marie Kassama. Dans cette ville ici, les 5 chantiers. Et les gens ont été même séduits par lui, à travers sa communication, à tel point que les gens ont commencé même à aimer Kabila. Alors qu'il nous a vendu du vent. Du vent. Mais ici, vous avez du béton. Madame, lorsque on partait, on a fait 3 ans ici. 3 ans.
partant de l'université jusqu'au rond-point Yolo, pour quitter Ngaba, aller à Makala, les gens montaient sur les pouces-pouces. Mais aujourd'hui, vous avez malgré toutes ces réalisations, les politiques qui sont censés croire en ça eux-mêmes ne se préparent pas pour aller aux élections. Non, mais les gens... N'est-ce pas contradictoire? Non, le problème c'est quoi? Il y a ceux qui se sont préparés. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est préparé aux élections. Et vous avez vu, il a mis tous les moyens, il a mis tout son temps pour battre campagne. Et quand il va pour battre campagne, il donne ses éléments, il donne ce qu'il a fait. Malheureusement, il est seul, il n'est pas accompagné ni par son porte-parole, ni par sa direction de communication. Malheureusement, il bat campagne seul. J'ai vu Jean-Pierre Mbemba battre campagne pour lui, j'ai vu Kamere, j'ai vu Bati battre campagne pour lui. Mais à son entour, tous ceux qui sont tout autour, ce sont eux qui ne se sont pas préparés, mais Tshisekedi s'est préparé aux élections. Mais à ce jour, parce qu'il on ne peut pas construire pas seulement de Félix Tshisekedi lui seul. Nous avons 26 candidats à la présidence de la République. Mais ils battent autant au niveau de la députation nationale, autant au niveau de la députation provinciale, les conseillers communaux également. On se dit aujourd'hui, je reviens encore sur cette question, est-il nécessaire de reporter les élections à l'heure actuelle? Parce que la centrale électorale, jusqu'à présent, ne s'est pas prononcée sur cette question. Au contraire, il semblerait qu'il y a des candidats présidents de la République qui auraient sollicité le report. Bon, ça, je n'ai pas cette information-là. Je n'aimerais pas non plus que vous puissiez nager dans l'intox où mon grand frère Dieudonné Mouchagaroucha est engagé. Donc c'est l'intox. Ce sont des gens qui ne se sont pas préparés aux élections, qui créent cet intox-là, il n'y aura pas élection et qu'on sort pour décourager les autres. Mais vous serez surpris. Parce que quand on a mis ensemble, quand on a mis en place le bureau de la CENI, qui avait cru? Quand on a lancé l'enrôlement, qui avait cru? Quand on a fini l'enrôlement, qui avait cru? Quand on a publié le calendrier électoral, qui avait cru qu'il y aura la loi de répartition des sièges au mois de juin, avec la session ordinaire de l'Assemblée nationale du mois de mars? Mais personne n'avait cru. Vous n'allez pas demander à Aristote d'y croire aujourd'hui. Mais dans ce pays, on a vu des élections être reportées d'une semaine. Oui, ça a été reporté. Il n'y aura pas mort d'homme. Non, il n'y aura pas mort d'homme. C'est par rapport aux conditions techniques qui seront réunies. Ce n'est pas l'expert qui va vous les donner ici. Parce que je sens maintenant là que mon aîné n'a pas d'informations. La meilleure ou la moindre chose, il est dans les tâtonnements, je le sens. Hein? Mais animer cette campagne d'intox, mais ça préjudicie peut-être des gens en qui ils croient. Parce que on est à 2 semaines, donc on est à 18 jours, 17 jours de la fin de la campagne. C'est le moment de battre campagne. Vous savez, madame, en 2018, Fayoulou fait la campagne, durant toute la période de la campagne, il dit « Allez voter avec le stylo. N'allez pas voter avec la machine à voter. » Et les 2 derniers jours, il y a eu un incident, il n'y avait pas moyen qu'il puisse atteindre le stade. C'est le jour où il invite maintenant les gens à ce qu'ils aillent voter avec la machine. Et quelle est la conséquence? La même machine qu'il avait refusée, c'est la même qui lui donne 62%. Sorti. À combien? 62%. 62%. C'est la même machine. 62% Fayoulou Aïe. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a prétendu. Non, c'est ce qu'il avait déclaré. Non, vous avez dit Fayoulou Aïe 62%. Non, il avait dit lui-même. C'est cette même machine-là qui lui a donné. Non, ne me déstabilisez pas. C'est cette même machine qui va lui donner 62%. Sortie des toges des évêques. Hein, les 62% là, sortis des toges des évêques. Parce que la CENI n'avait jamais reconnu cela. Et quand on s'est porté par devant la Cour constitutionnelle, au lieu que l'on amène le procès-verbaux de vote, on va nous amener le carton des photocopies filmées ou photographiées à l'aide des smartphones offerts par l'Union européenne. Madame, comment voulez-vous? Est-ce que vous pensez vraiment que l'Union européenne, qui avait fait signer aux gens pratiquement un serment diabolique en 2018, vous pensez vraiment que l'Union européenne, qui ne s'est pas retrouvée, qui a préparé la guerre dans l'Est de la RDC, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a énervé Kagame pour reprendre la guerre? N'est-ce pas l'état de siège? Et tout cela, vous pensez que Félix-Antoine Tshisekedi n'a rien fait? Je vous dis, Tshisekedi a fait beaucoup dans peu de temps.
dans le secteur où moi-même j'ai regardé, j'ai visité les écoles, j'ai visité les hôpitaux qui ont été construits, j'ai vu comment le salaire de l'enseignant est parti de 80 000 francs. Jusqu'aujourd'hui, le salaire moyen de l'enseignant est à 400 000 francs congolais. Lorsque vous dites peut-être, parce qu'avec Aristote, on peut se retrouver sur Capel à dépenser $200 en un jour, c'est normal dans une soirée. Mais quand vous allez à Katanda, vous allez à Aro, vous allez à Nituri, il est des endroits où la seule entreprise qui paye, qui fait vivre, c'est le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est quand on paye à l'enseignant qu'il y a la vie dans ces territoires-là. Et quand vous allez partir dans ces territoires, vous verrez comment Tshisekedi a fait beaucoup de choses dans ce pays. Mais malheureusement, je l'ai toujours relevé, c'est son équipe de communication qui ne l'a pas aidé. Malheureusement, il le laisse faire. Ça, nous l'avons les mêmes. Mais sinon, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est préparé aux élections le 20 décembre. Il y aura élection et mon ami Aristote n'aura ses yeux que pour verser de larmes. Bruno Kayumon, vous êtes professeur. Et en tant que professeur, vous savez toujours qu'il faudrait peindre deux tableaux. Pour le processus électoral, il y a encore possibilité de peindre deux tableaux. La possibilité d'avoir les élections le 20 décembre et la possibilité d'un probable report. Dans ce deux tableaux, comment est-ce que la centrale électorale, les observateurs et les politiques devront s'y prendre? Oui, merci madame pour cette question. Je dois vous avouer, je dois revenir sur ce que j'avais dit au début. Quand on nous avait présenté Kadima, je ne croyais pas en l'homme. Et moi, dans mes habitudes, je suis souple dans la vie. Je ne suis pas d'accord avec une personne, je désavoue une personne, mais j'observe comment la personne va s'en sortir. Kadima m'a convaincu dans le processus. Parce que je me rappelle, dans une semaine, j'avais réussi des messages pour dire il a reporté les élections, il a fait ceci, il a fait ça. Je m'étais rendu compte qu'on était en train de lui compliquer la vie. Je n'ai aucun lien avec lui, je n'ai aucun lien avec l'Union sacrée. Je suis un intellectuel honnête. Je vis l'homme, j'ai commencé à suivre de très près comment il est en train de se débrouiller à la tête de la CENI. Je sens qu'il est en train de faire un bon travail. Et alors, il y a soit possibilité d'aller vers le report, soit possibilité d'avoir les élections le 20. Je n'ai pas encore senti de la bouche de celui qui est considéré comme la personne attitrée pour nous dire qu'il faut reporter les élections. C'est lui qui doit nous dire. Mouchagaloussa a dit que c'est impossible de déployer, par exemple, les kits dans l'étendue de la République. C'est impossible d'amener le flash disk dans les 100 000 machines. Moi, j'ai dit, nous avons encore 20 jours. Moi-même, j'avais travaillé en 2006 dans la commission électorale indépendante. Je sais que nous avons 26 provinces. Il y a possibilité aujourd'hui d'attendre le lundi l'arrivée, par exemple, des flash disks, de les déployer dans les chefs-lieux de la province. Et la même semaine que ces flash disks atteignent le lieu où se trouvent les machines. Donc, quand on parle de la République démocratique du Congo, on doit aussi avoir cet esprit optimiste, sans voir les camps. Parce que même sur le plan spirituel, quand il y a la population qui ne croit pas, au moment où les autres ne veulent pas croire et pour que nous puissions aller de l'avant, optimiste, oui, ça pose... Mais cela n'exclut pas d'être réaliste aussi. Et oui, je dis techniquement c'est encore possible, même si on peut dire aujourd'hui qu'il y a encore des machines qui sont en Corée. Nous avons encore 20 jours, j'avais travaillé dans la CENI, il y a la plupart des choses qui peuvent être encore réglées. Donc, il y a possibilité de continuer avec les déploiements et d'arriver à organiser les élections le 20. Mais il y a aussi possibilité, au moment où, au cas où il y avait problème, je dois ici dire que lors des élections de 2018, Mova Sakani nous avait dit que l'entrepôt avait brûlé. Mais pour une personne avertie comme moi, je sais qu'il n'y avait rien qui avait lié là-bas. C'est Nanga, l'organisateur des élections, qui avait dit au ministre de l'Intérieur que techniquement, je ne suis pas à mesure d'organiser les élections à la date indiquée, mais une semaine après, je peux organiser. Et politiquement, il y a ce qu'on appelle les mensonges de la vérité. Politiquement, le ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, que je respecte beaucoup, devrait assumer, tenir un discours pour dire l'entrepôt a brûlé. Et avec cette justification,
On a eu le temps de gérer une semaine et d'organiser les élections. Si nous aimons ce pays, s'il arrivait que Kadima nous disait qu'une semaine après ou 2 semaines après, on doit aller aux élections, pourquoi on ne peut pas accepter? Je suis scandalisé de voir le PPRD qui a géré... À quel moment on doit dire cette question? C'est à 2 jours, c'est à 1 semaine, c'est à 10 jours, parce qu'actuellement nous sommes à moins de 20 jours. À quel moment doit-on annoncer un probable report? Il n'y a pas un moment efficace, il n'y a pas un moment bien justifié. Donc, même moi, en me mettant à la place, par exemple, si moi j'étais à la place de Kadima, les moments, il dépend du contexte, il dépend de l'appréciation de ceux qui sont en train de gérer le processus. Si je dois encore revenir sur le discours que mon frère Moussa Galoussa a dit, il faut avoir de l'honnêteté. Vous savez, Moussa Galoussa, vous êtes dans la société civile. Je vous dis en âme et conscience que vous savez que je n'ai rien de relation avec Kadima. Il n'a plus le temps de voir un discours comme celui-là, de le revoir 2 fois. Vous savez qu'un discours comme celui-là, il a été écrit par son bureau. Mon Dieu. Excuse-moi, je vous dis, c'est la vérité. Prof. Écoutez, s'il vous plaît. Juste après lui, vous allez réagir. Juste après lui, vous allez réagir. Il y a juste l'absence d'un mot qui peut arriver au résultat que vous aviez donné. Il avait dit, 600, vous êtes appuyé sur la logique de 64 000 bureaux, 680 électeurs dans les 75 000 bureaux. Il suffit d'avoir manqué d'ajouter au moins pour que vous puissiez arriver au résultat où vous avez. Quand nous sommes engagés dans un processus qui engage l'État, il faut vraiment éviter de tenir un discours qui peut mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'un discours comme celui-là, normalement, il suffit que ces mots aient manqué pour que vous parliez de 8000 voix qui sont en train de... Professeur, vous savez également que lorsque vous tenez un discours public et que c'est mis sur la table, tous peuvent lire et interpréter de leur manière. Bien évidemment, donc, ça je le sais. Il est souhaitable, quand on est dans l'officiel, de vérifier et révérifier et révérifier pour donner l'exactitude, surtout en cette période où l'on sait que un mot peut tout chambouler. Mais cela n'empêche pas aussi aux autres d'avoir la bonne foi de dire peut-être que la faiblesse de son bureau, d'avoir manqué d'ajouter tel mot peut nous conduire vers ça. Et moi, je suis scandalisé, je voulais arriver à ça. Le PPRD qui a géré 3 processus électoraux. Le PPRD qui a géré 3 processus électoraux, qui connaît les difficultés qu'il y a pour organiser ces élections, puisse tenir un discours comme celui-là. Et quand je vois Manara Linga Didi qui est à la commission électorale, il représente qui? C'est la faiblesse du PPRD. On revient, M. Moussa Galoussa. Vous allez terminer. M. Moussa Galoussa. Bon, je suis très ravi parce que la vérité blesse. Et vous voyez comment est-ce que mes frères, le professeur c'est un ami, Joël c'est mon frère avec qui on se connaît depuis longtemps, mais tu as vu qu'il a eu des difficultés de pouvoir justifier. Je préfère encore, je les répète comme j'ai fait la pédagogie, pour la bonne compréhension. Notez bien Joël, le président Denis Kadima a dit qu'il y a 43 955 000 enrôlés. Le président Denis Kadima a dit qu'il est prévu 75 000 bureaux de vote. Le président Denis Kadima a dit qu'il est prévu 680 par bureau de vote. Quand vous prenez 680 par bureau de vote, je parle calmement, vous multipliez par 75 478, vous avez 51 000 bureaux, 51 millions d'enrôlés. Et maintenant, pour vous dire qu'il n'y a pas d'erreur, les principes, les normes et les standards internationaux en matière électorale prévoient qu'il y ait 600 électeurs par bureau de vote. Et Denis Kadima, au regard du volume, il a prévu 680. Il n'y a aucune erreur. Donc 680 par bureau de vote, multiplié par 75 000 bureaux de vote, parce que le cycle passé, c'était 72 000. Au regard, on a ajouté au prorata des nombres de volumes d'électeurs, même chose que pour les bureaux. Donc il n'y a aucune erreur. Vous prenez 75 000 bureaux de vote, multiplié par 680, vous êtes dans les 51 millions d'électeurs. Et quand vous prenez, et c'est là où ça va encore vous blesser et ça vous fera mal, j'ai fait un clé d'œil à Jean-Marie Kassamba et merci pour Télé 50 de m'avoir donné cette occasion.
Quand vous prenez les 51 325 000 enrôlés selon la prévision des discours de Kadima, vous ajoutez les 10% qu'il faut prévoir en termes logistiques d'impression des bulletins de vote, il faut prévoir 10%. Vous êtes dans les 56 millions de bulletins de vote que la CENI va faire imprimer en lieu et place de 48 millions, en lieu et place de 48 millions de bulletins de vote qu'il faudrait imprimer. Ces bulletins de vote dégapent de près de 10 millions. Ils vont aller où? On parle de quoi? Si vous ne maîtrisez pas des questions, mon frère, vous êtes scientifique et je vous aime parce que les scientifiques sont souples à la compréhension. Ouais. Il faut assumer et prenez ça. Ça c'est le discours du président de la CENI. Ce n'est pas moi qui l'invente et c'est conforme aux normes, aux principes et aux standards internationaux. Et donc, je réaffirme haut et fort qu'il y a 8 millions de voix qui sont cachées quelque part. Il y a plus de 8 900 000 bulletins de vote qu'on va imprimer de plus et il y a 10 000 bureaux de vote qui sont fictifs. Et vous êtes vraiment sûr que les 8 millions de voix qu'il a cachés quelque part, il devrait le mettre dans le discours? Mais ça se trouve là. Je vous donne la copie du discours, prof. Mais c'est tellement clair. Nous tendons vers la fin. Nous sommes ici dans ce deux tableaux. Au cas où il y aurait report. Voilà, dans ces deux tableaux, madame, le tableau à présenter. Dans ces deux tableaux, madame, pour arriver, maintenant, qu'est-ce qui va arriver sur le plan de la logistique? Vous avez suivi quelqu'un que je peux citer, Gustave Omba, qui connaît aussi la logistique électorale. À ce jour, on n'a pas encore de problème. À ce jour, les fichiers électoraux consolidés n'existent pas. J'en profite, je suis très modeste. Ça fait 3 choses que j'ai déjà annoncées sur ce plateau et personne ne m'a jamais contredit. L'inexistence du fichier électoral consolidé. Ouais. Aujourd'hui, les gens n'ont pas encore de carte d'électeur, ils cherchent encore des duplicata. Vous irez voter avec quoi? Et là, je vais saluer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui a fait remarquer ça à la CENI. Même le président de la République fait remarquer à la CENI la question des duplicata. Mais vous êtes en train de défendre quoi? Je ne comprends pas, nous sommes quel genre de Congolais? Je m'excuse de le dire. Ça, c'est une chose. On va aller voter. Vous avez suivi Tshilumbaï, qui est le professeur comme vous, qui est de l'IDPS, un haut cadre de l'IDPS. Il a écrit à la CENI, si vous n'êtes pas informé, que 90% des Tchangou n'ont pas de cartes d'électeurs qui sont déjà effacées. Il a proposé qu'on puisse aller voter comme ça et qu'on brûle les cartes après. On est en train d'aider la République. N'entrez pas dans caresser les poils pour faire brûler la République. Ou Kadima va organiser les élections à des conditions, si c'est les 20, soit il a déjà les procès-verbaux de tous les scrutins élaborés avec les résultats, ou il va organiser les élections à main levée. Il n'y a que ça. En dehors de ça, les gens vont se retrouver au bureau de vote. Soit les machines et les dispositifs électroniques de vote ne sont pas là, soit ils sont là, mais il n'y a pas de bulletin de vote. Soit les dés sont là, soit les électeurs ne sont pas dans le système. On va où? Vous êtes dans la logique de la contestation des élections. Non, je ne suis pas dans le... Aujourd'hui, j'ai... Il est en train de peindre un tableau. On le laisse terminer et puis on va arrondir. Parce que ce ne sont que des analyses ici sur ce plateau. Madame, j'ai évité depuis que je me suis torturé de ne pas aller dans des émotions et des sentiments aujourd'hui, parler de la politique. Je vais rester carrément technique et qu'on me rencontre sur cet aspect-là. Moi-même, je ne veux pas citer quelqu'un membre de la famille, je l'ai accompagné hier même. Il arrive à Lingou, à la commune, il présente sa carte d'électeur qui est déjà effacée. On regarde le numéro, on lui dit, tu n'es pas dans les données, il faut rentrer mardi. Donc, vous imaginez qu'on va arriver le 20, mais jusqu'à le 18, on continue à délivrer les cartes de duplicata. Et grave encore, les numéros qu'on est en train de donner pour le cas de duplicata, madame, ne sont pas conformes aux anciens numéros qui sont sur la carte d'électeur qu'on réclame. On fait quoi? Et donc, ce qui veut dire que, moi, je paie la subtilité de la CENI, c'est qu'on prévoit le nombre de bureaux de vote là, qui sont fictifs, 10 880 bureaux de vote fictifs, plus de 8 millions de voix qui sont dans la nature. On pourra les affecter pour dire non, voici comment ça s'est fait. Et maintenant, pour citer, puisque peut-être je n'aurai plus le temps de prendre... Dans le cadre de report, s'il faudrait reporter, on est aussi dans ça. Ce ne sont que des probabilités qu'on est en train de donner. S'il faudrait faire les reports, madame, j'ai toute une proposition que je peux faire. Comme on est en train de faire la refonte du fichier électoral, d'ailleurs, ça découle même du professeur Tshilumbaï, qui lui-même a proposé déjà cela. Il faut faire la refonte partielle du fichier électoral. On ne va pas aller par 4 chemins. Il faut une refonte partielle, bon, totale, oui, mais une refonte partielle du fichier électoral pour qu'on puisse avoir finalement des électeurs qui sont connus. Puisque la manière dont la CENI avait récolté les données, ils ont récolté les données par monitoring. Et vous le savez, professeur, vous enseignez à l'université, quand vous récoltez les données par monitoring,
il y a des pertes de données et les données qui viennent de la base n'arrivent pas à la centrale. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des cartes de lecteurs en bonne et due forme qui ne sont pas effacées, mais qui ne sont pas dans les données. Et donc, vous arrivez au bureau de vote, vous ne vous retrouvez pas sur la liste. Vous allez faire quoi si ça vous arrive, professeur? Nous sommes tous des Congolais, nous avons les mêmes droits. Vous arrivez au bureau de vote, vous venez voter, mais votre nom n'y est pas. Et c'est pour cette raison que la CENI n'avait pas publié la liste provisoire, parce que la loi prévoit deux formes de listes qu'il faut publier. La première, 90 jours qui permet de corriger pour avoir la liste définitive qu'il faut afficher sur les bureaux de vote pour savoir quels sont les électeurs qui vont voter dans les bureaux A, les électeurs dans les bureaux C et les électeurs dans les bureaux D. Cette liste est posée par rapport à la première. La première n'a jamais été faite. Je suis en train de parler de la vérité, de la véracité des faits. Et donc, si on y arrive à ce moment-là, comment est-ce qu'on va se comporter? Voilà autant d'éléments et l'atmosphère est déjà calquer, les violences déjà se profilent à l'horizon. J'en profite pour présenter les condoléances à mon frère et à ma famille qui est à Maniema, qui a perdu Dido Kakisingi dans les violences préélectorales. Qu'en sera-t-il si déjà il y a des morts avec la violence pareille et que le jour des élections, on arrive à ce chaos-là? Conseiller mon frère Denis Kadima que je connais, j'ai l'avantage, plus que vous, d'avoir participé avec lui dans des rencontres internationales. J'ai des photos, Kadima me connaît, moi je le connais très bien. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui a plein de pouvoir pour faire quelque chose. Mais l'aspect politique dans lequel on l'amène lui oblige de faire du tripatouillage et ce que nous vivons, c'est une gadoue électorale. On ne peut pas parler d'un processus électoral potable, c'est un processus avarié. Et donc, il va falloir qu'on puisse regarder en face et dire non, on ne peut pas se blesser, on arrête et on décide qu'est-ce qu'il faut faire. Monsieur Aristote. Madame, d'abord, je tiens à dire à mon co-débatteur, ça veut dire le nom Monsieur Bruno, le professeur Bruno. Monsieur Bruno, nous ne sommes pas dans les domaines de la foi. Nous sommes dans les domaines de la science. Nous ne sommes pas dans les domaines de la foi. Ne venez pas nous prêcher la foi ici. Il faut croire à Kadima, il faut espérer, il faut être optimiste. Nous ne sommes pas dans les domaines de la foi. Il faut en effet écouter ce qu'on vous dit par les experts. Ou soit vous voulez aider M. Félix Tshisekedi et sa famille politique, ou soit vous ne voulez pas l'aider. On vous fait des recommandations ici. Nous ne sommes pas dans le domaine de la foi, monsieur. Moi, il faut avoir foi à Kadima, il faut être optimiste. Un scientifique me pousse à me dire moi d'avoir foi à Kadima. Mais il faut une programmation, il faut une méthodologie de travail, il faut une planification, il faut des résultats, il faut une cohérence dans le traitement des données. Il faut avoir foi à Kadima. Pour quelle raison? Kadima a échoué. Il va plus pour dire que je ne croyais pas à Kadima et maintenant je crois à lui. Vous croyez à Kadima pour avoir produit de bonnes cartes de lecteurs. Avez-vous votre carte là avec vous? Sortez avec votre carte et regardez votre carte de lecteur. Vous serez fier de Denis Kadima. Vous serez fier de lui. Mais ou soit vous voulez aider Kadima, vous voulez aider la République, soit vous ne voulez pas aider la République. C'est extrêmement grave. Je dis que c'est le processus des secondes zones, des secondes mains. Il faut tout est à refaire. Rien n'a été bien fait. Il faut tout à refaire. C'est votre position. Je vais aller encore. Qui arrangerait, c'est une position qui arrangerait. Madame, après avoir présenté les arguments techniques ici, mais si on est réellement scientifique, on doit s'incliner. Parce que des chiffres parlent. Il faut s'incliner. Il faut avouer que ça vous arrangerait, vous également. Pour comprendre que nous avions fait une fausse route, il faut revenir sur de bonnes bases en fait d'avancer. Donc, cher monsieur, nous ne sommes pas ici pour croire à un Denis Kadima. Mais alors, si tel est le cas, ne me prêchez pas à avoir foi à ces derniers. Il faut une programmation. Donc, je réponds à mon... Mais d'abord... Le PPRD a organisé à 3 fois les élections dans ce pays. Le PPRD, d'ailleurs, vous n'allez pas comparer Ngoï Moulonda, vous n'allez pas comparer Kone Nanga. Vous n'allez pas remettre en cause ces dignités qui ont servi la République. Puisqu'ils se sont retrouvés devant les mêmes difficultés, il faudrait également qu'ils avouent qu'ils doivent procéder de la même manière pour trouver des solutions. Dans une société normale, madame, les premiers à comprendre la réalité devraient être les PPRD. Nous avions fait des recommandations en son temps. Nous avions fait des recommandations. Kadé, on a fait des recommandations, cher ami. Nous avons fait des recommandations. Vous n'aviez pas écouté. Vous n'avez pas compris nos recommandations. C'est ça le vrai problème. Comme vous aussi, vous n'êtes pas candidat comme moi.
Moi, je suis pas... Alors, moi, je suis analyste politique. Moi, je suis journaliste. Mais justement, Ça suffit. alors, si tolérer mes observations. Non, on tolère vos observations. Je reviens en vous disant que ça ne vous intéresse pas. Je reviens par rapport à ce qu'il a dit. Ne ralliez pas Dieu. Non, c'est un technicien. C'est un technicien. 1 plus 1 égale 2. Vous allez contredire ça comment? C'est ça ce qu'il a dit ici, des chiffres. Donc, n'amenez pas la foi ici. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Il y a le document ici, il y a le technicien. S'il vous plaît. Je ne crois même pas que ça soit le discours de Kadima. Oh là là, Joël Kadé, comment on peut dire ça? Vous avez la parole. Non, non, ne faut pas dire ça. Parce que lui, il est dans la C'est ça. de l'insurrection. Ça, ce n'est pas une main de le dé. Je reviens parce que lui, il a dit que M. Félix Tshisekedi a un bilan élogé, qu'il a construit les hôpitaux. En réalité, alors, permettez-moi. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue. Non, allons-y. Qu'est-ce qu'il avait d'abord promis aux Congolais? Allez en termes de pourcentage. Vous avez fait les relations internationales à Idilou, non? J'ai la parole. Monsieur Aristote, s'il vous plaît, monsieur Joël, vous aurez arrêté. Je reconnais que vous avez fait les relations internationales. Je sais que vous êtes un garçon, un monsieur intelligent, je le sais. Ce n'est pas de cette façon qu'on analyse un bilan. C'est des cas isolés. On parle par rapport à... Quel est le pourcentage, quelle est la réussite qu'on peut attribuer aujourd'hui à M. Félix Tshisekedi? Il peut construire 2 ou 3 écoles. Et cela fait de lui un monsieur qui a resté à son bilan. Donc c'est très grave. Je reviens. Vous aurez réagi. Non, ça c'est un discours fallacieux. Fallacieux, monsieur. Vous avez dit ici qu'il était entouré de diaspora. Des gens qui sont venus de l'extérieur. Ne l'ont pas aidé. Je reviens par rapport à ce que vous avez dit. Ça, le livre des promesses, c'est là. Je vais d'abord vous lire quelques promesses pour vous dire. S'il vous plaît, respirez. S'il vous plaît, on prend le temps de respirer. Nous sommes devant des téléspectateurs qui doivent nous écouter. Nous avions très bien commencé. Nous allons bien terminer. Vous avez la parole pour terminer. Merci. J'étais en train de démontrer ici. On ne parle pas de promesses. Mais justement, c'est ce qui caractérise ce régime. Monsieur Joël, vous allez réagir. Je vous donnerai même l'exemplaire de mon livre pour aller lire. Ce régime se caractérise par des promesses non tenues. Nous savons tous que le problème qui tourmente notre pays, c'est le problème sécuritaire. Ça, c'est connu de tous. Lui, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, il a clairement dit ceci. J'ai toujours dit, tant que je n'aurai pas réglé le problème de sécurité, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Déclaration faite le 17 juin 2021. Ligne de promesse de M. Félix Tshisekedi. Ce qu'il a encore dit. J'avance, ce qui m'a beaucoup plus... Non, je ne sais pas comme ça. Il a encore dit ceci. Je vais construire 5000 km de routes modernes au cours de mon mandat. Ça, c'est un discours qu'il a annoncé lors du programme des 100 jours. 5000 km de routes modernes. Son mandat tire à sa fin. Voilà les débats intelligents. C'est maintenant d'évaluer. Il a dit 5000 km de routes. Il a construit combien? C'est ce qu'il a dit. Ça, il faut aussi. Il a dit ceci. Après avoir constaté qu'en RDC, sur 58 126 km de routes d'intérêt général, seulement 3400 km sont revêtis, soit 6%. Réalisation. Moins de 10%. Mais justement, pour vous dire ceci, si on voit le bilan de M. Félix Tshisekedi et qu'on organise des élections transparentes, M. Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat parce que son bilan est chaotique. Voilà ce que je propose pour les reports. Maintenant, pour les reports, qu'est-ce que je propose? Mon estimé avait déjà évoqué cela. Tout est à refaire. Il faut tout recommencer, recréer la confiance, Joël Kadé, recréer la confiance entre les acteurs. C'est possible. Tout est à refaire. Il faut revoir. C'est d'abord la volonté politique, madame. Vous ne voulez même pas reconnaître le peu qui est. D'abord la volonté politique. Il faut avoir d'abord la volonté politique. Mettre en place un bureau de la CENI consensuel. Messieurs, nous n'avions pas délégué Didier Manara là-bas. Comme scientifique, posé plutôt à Didier Manara, comment il s'est retrouvé là-bas, sur base de quel document? Qui a signé? Donc il faut revoir le bureau de la CENI. De deux, il faut revoir le fichier, parce que l'effectif aujourd'hui, on ne connaît pas. Il faut revoir le fichier. Donc, pour nous, tout est à refaire. Si on organise le 20 décembre, on organise ce qu'on appelle élection, pour nous, ça ne sera pas des élections. Monsieur Aristote. Ça ne sera pas des élections qui ressemblent aux élections, ce ne sera pas les élections générales. Monsieur Aristote, vous reconnaissez également qu'il y a le principe de la continuité de l'État. Ça veut dire qu'il peut y avoir des projets, à la fin, que tous ces projets n'ont pas été réalisés, ou encore une partie de ces projets qui n'ont pas été réalisés, qui vont connaître également
des résolutions au niveau du prochain mandat, que ce soit du même président ou d'un autre président. C'est ça le principe de la continuité de l'État. Donc, en termes d'échantillonnage, on devrait aussi tenir compte de cela. D'abord, il faut... Tel promis comme promis, D'abord, il faut reconnaître, madame, le mandat est de 5 ans. Si le 5 ans qu'on vous a donné par le peuple congolais, on estime que c'était une réussite, c'est alors qu'on peut vous donner un deuxième mandat, un second mandat. Donc, réfléchissez, travaillez d'abord pour réussir le premier mandat. Ici, le premier mandat de M. Félix Tshisekedi est chaotique, c'est très grave. Donc, il a échoué sur toute la ligne. N'en parle même pas. Il y a ce qu'on appelle illusion monétaire. Puisque vous avez pris le temps de parler du bilan du mandat de Félix Tshisekedi, bien que ce n'était pas la thématique principale. C'était pour répondre à Joël. Nous allons permettre à M. Joël Cadet, question d'équité et d'équilibre, de réagir justement avant de conclure avec notre thématique principale, qui est la possibilité d'organiser en République démocratique du Congo les élections le 20 décembre ou pas. Mon ami Aristos, c'est parmi les grandes intelligences devant lesquelles souvent je m'incline. Mais en fait, si les ridicules tués dans ce pays-ci, en tout cas, Aristos ne pouvait pas parler. Parce qu'il avait reçu 4 missions. S'il a réussi son bilan. La première mission, c'était fragiliser le système immunitaire, le système de sécurité de notre pays, par l'infiltration. Ça, il a réussi. Deuxièmement, rendre poreuses les frontières de notre pays pour que le Rwanda, l'Ouganda puissent piller. Et ça a été fait. Troisième objectif, c'était faire en sorte que nos minerais soient vendus par les Rwandais. Et pour cela, il a réussi. Et vous avez vu que Monsieur pendant Joël peu de Cadet, temps... on parle de mission, on J'ai parle de fini. Félix Tshisekedi. J'ai fini par là. Tshisekedi trouve un pays totalement vendu aux étrangers. Et c'est grâce à sa diplomatie qu'il remet le pays sur la scène internationale. Pour être nommé dans l'armée comme dans la police ou dans les hautes charges au gouvernement, Kabila avait besoin de l'autorisation du Rwanda, donc de Kagame. Et c'était pratiquement Azarias Rouberois qui gérait dans ce pays-ci. Et eux, aujourd'hui, donnent les leçons. En tout cas, Aristote, vous pouvez donner les leçons à qui? Bilan de M. Félix. Le bilan de M. Tshisekedi, je vous dis, il a perdu 2 ans dans les blocages, discussions, querelles avec les amis du PPRD. Deuxièmement, une réunion s'est tenue à Kingakati où on dit qu'il faudrait se battre contre la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire et le budget. Mais dans 2 ans, lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir, il y a eu Covid-19, la situation sur le plan international... C'est ça le bilan. Non. Mais le bilan, je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement primaire. Je vous ai parlé de la gratuité de la maternité. Je vous ai parlé des routes qui ont été construites, qui ont été réhabilitées. Aujourd'hui, moi, je peux partir d'ici jusque dans mon village. La route, par exemple, numéro 1, c'est 400 km qui sont construits. La route numéro 1, de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa. Donc moi, je peux partir dans mon village avec ma petite voiture quête, juste dans mon village à Nyonga Kalenga, sur l'asphalte. Et ça, c'est le bilan de Tshisekedi. Mama Ebo est là, l'université de Kinshasa est là, l'UPEN est là, malgré tous les moyens qui ont été déployés à la RFI. Vous pouvez regarder le 9e jeu de la francophonie, vous avez constaté cela. Mais nous aurons le temps d'évoquer ici, vous roulez, sur ce plateau. Non, mais vous roulez sur... Nous aurons le temps de parler justement, s'il vous plaît. Vous roulez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Permettez-moi. un chantier. Zéro. Oui, c'est en train d'être construit. Le mandat tire à sa fin. Mais écoutez, madame vous a rappelé quand même un président du service public. La constitution. Kananga Chikapa. 250 km. Kananga Kalambambouji. 200 km. Mboujima Ilupata Patata Kamanga. Tout ça, madame. Jusqu'à Kamouécha. Aimons la République. Monsieur Aristote, s'il vous plaît. Moi, dans mon village, je vais avec mon petit ketch. Nous parlons avec des Monsieur Joël Cadet. Rien n'a été fait. Je rappelle. Kananga, c'est plus de la moitié. On rappelle aux téléspectateurs que M. Joël Cadet est journaliste politique proche de la gauche. Nous rappelons également que M. Dieudonné Mouchagaloucha est coordonnateur des experts du panel de la société civile. M. Bruno Caïmois est professeur d'université expert en relations internationales. Et M. Aristote Ngarime qui est secrétaire national du PPRD en charge de la communication. Merci. Et oui, je rappelle, votre livre, c'est Les promesses de Félix Antoine Tshisekedi. Plus de 20 promesses, de 250 promesses non tenues. Il y a un livre que nous aurons où les politiques sont appelés également
à lire pour, pourquoi pas réagir et contredire s'il le faut, c'est scientifique. Merci à vous. Merci, c'était un débat républicain et dans l'espoir justement de se retrouver à moins de 7 jours de la campagne électorale et à moins de 7 jours du vote. Eh bien, aimables téléspectateurs, c'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.